Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 21 février. Bienvenue dans notre journal. Tout de suite les titres. Les éleveurs d'Indre-et-Loire en colère. Les éleveurs de Touraine rencontrent de grandes difficultés pour vivre de leur métier. Ils réclament une répartition des marges au sein des différentes filières. Eva Joly en visite dans le Loir-et-Cher aujourd'hui. La candidate à la candidature d'Europe Écologie au présidentiel est venue parler de la nécessité d'agir au plus vite pour assurer un avenir aux agriculteurs français. Un avenir qui doit prendre en considération des impératifs écologiques. Et puis pour finir ce journal, nous partirons dans l'univers original des mangas. Ces bandes dessinées qui font fureur, c'est l'occasion du festival Manga sur Loire qui avait lieu ce week-end. Quelques artistes en herbe ont pu afficher leur talent et partager leur passion. Les agriculteurs inquiets en Indre-et-Loire, il faut revoir les prix à la production, s'alarment certains. Si le prix des engrais augmente, le prix de vente de la viande, lui, diminue. Les éleveurs de Touraine rencontrent donc de grandes difficultés. La réglementation sur l'étiquetage n'étant plus respectée non plus. Les éleveurs d'Indre-et-Loire réclament dans une juste répartition des marges au sein des filières. Géraldine Cornet-Lavaux. Coup de gueule des éleveurs tourangeaux cet après-midi. Ils se sont donné rendez-vous à la maison des agriculteurs pour se faire entendre. Trop de charges, des prix de vente qui stagnent. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. N'importe quel produit issu de l'élevage, quand on le vend, on n'arrive plus à couvrir nos charges. Ils réclament une meilleure répartition des marges. La cinquantaine d'éleveurs s'est donc rendue dans une grande surface accompagnée de leurs animaux pour constater l'envolée des prix. Par exemple, un éleveur porcin vend sa viande 1,30 € le kilo. Elle est ensuite revendue 15 € le kilo en grande surface. Aujourd'hui, avec l'augmentation des charges, certains éleveurs aujourd'hui sont à la veille de mettre la clé sous la porte. Et c'est assez dramatique. On est vraiment une profession qui est en danger et puis qui est en train de mourir. Et si aujourd'hui on ne fait rien, demain il n'y aura plus d'agriculteurs en France et on mangera des produits d'où on ne saura pas la provenance. La provenance, voilà l'autre problème. Tous les éleveurs ont vérifié si l'étiquetage de l'origine des viandes était bien visible. S'il y avait le moindre doute, ils les enlevaient des rayons. Normalement, l'origine des viandes doit être écrite de la même grosseur que le prix. Et quand on prend les barquettes, c'est écrit en tête de gondole l'origine et ce qu'il y a derrière, on ne sait même pas si ça correspond à la tête de gondole. Toute l'après-midi, les éleveurs ont manifesté leur colère dans différents supermarchés et ils ont même été inscrire symboliquement la vache et les cochons au Pôle emploi de Saint-Cyr-sur-Loire. Michel Audiard est enfin tombé d'accord avec ses opposants. La femme loire pourrait se poser sur la propriété de l'association de la maison familiale de Rougemont. Ainsi, tout l'œuvre serait visible de l'autoroute. Après avoir rencontré les différentes parties concernées, le maire de Tours, Jean Germain, a fait cette proposition lors de la séance du conseil d'administration le 17 février dernier, qui a donné un accord de principe. Nous développerons cette information dans l'édition de demain. Eva Joly en visite dans le Loir-et-Cher sur le thème de l'agriculture aujourd'hui avec des airs de campagne. La candidate à la candidature pour Europe Écologie estime qu'il est urgent de développer une agriculture durable afin d'assurer l'avenir des agriculteurs en souffrance. Des solutions qui, selon la députée européenne, se doivent de répondre à des impératifs écologiques. Sébastien Branger. Les pieds dans la boue, Eva Joly, la candidate supposée d'Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle, est venue battre campagne justement dans la campagne blésoise. L'endroit de la visite n'a pas été choisi par hasard. Le site des Jardins de Cocagne promeut une agriculture raisonnée. Les produits sont garantis bio, la vente est directe du producteur au consommateur et c'est un espace de réinsertion pour les employés. Il n'en fallait pas plus à l'eurodéputé pour se réjouir de cette initiative et de pointer du doigt les méfaits de l'agriculture intensive et de ses pesticides. On voit les effets sur la santé publique, on voit les effets sur la santé des agriculteurs et tout ça c'est des urgences. Et donc une entreprise comme celle-ci participe à améliorer la qualité de la santé et la qualité de la nourriture. Le Grenelle a prévu que 20% des terres agricoles doivent être en exploitation bio d'ici quelques années, mais cela va beaucoup trop lentement. La lenteur est plutôt à trouver du côté politique. Sur le terrain, selon l'agence bio, les surfaces conduites en agriculture bio ont doublé depuis 2008. Mais cette progression cache un chiffre décevant. Moins de 3% de la surface agricole en France est certifiée biologique. Le soutien de cette filière par une figure politique peut-il alors amener quelque chose de plus ? Si ça peut amener des choses sur le changement, je parle d'un point de vue financier par rapport aux aides de l'État ou par rapport aux contrats en eux-mêmes, de façon à ce que certaines personnes puissent rester plus longtemps au jardin, pourquoi pas ? Beaucoup d'attentes du côté des maraîchers impliqués dans ce type d'agriculture. Mercredi, Eva Joly sera d'ailleurs à Paris, au Salon de l'Agriculture, salon où le bio n'a pas encore toute sa place.
Hier, à Métré, en milieu d'après-midi, un TER en provenance de la Sarthe a percuté une femme de 55 ans qui se promenait avec son mari le long de la ligne SNCF Tours-Le Mans. L'accident s'est produit à hauteur du passage à niveau qui coupe la route départementale 76. Bloqué en pleine campagne, le TER n'est reparti qu'à 18h30. Dans le Loir-et-Cher, les conducteurs des tubes en grève. Hier, seulement 17 conducteurs sur 84 ont pu rouler. Les conducteurs blésois réclament une évolution des salaires, une réduction de la durée des services, mais aussi une meilleure sécurité. Je vous le rappelle, 2 conducteurs et 1 contrôleur ont été agressés depuis le début de cette année. Une vente aux enchères peu commune à l'hôtel de l'Univers, des documents manuscrits uniquement ayant appartenu à la famille du marquis de Goulaine, notamment des correspondances avec Louis XVIII. La plus chère s'est élevée à 11 000 €. Les acheteurs privés, notamment internationaux, mais aussi publics, ont répondu présents. Les archives de France ont d'ailleurs acheté plusieurs documents. Julie Sicot. Par an à 300 €. C'est vu ? Adjugé 300 aux 138 pièces réparties en 4 collections privées ont été adjugées par Maître Rouillac, commissaire-priseur. Des documents contemporains qui appartenaient à Jean-Marie Popper, un romancier, mais aussi des textes plus anciens qui font partie de l'impressionnante collection de la marquise de Goulaine et qui comprend entre autres le manuscrit de Gand signé par Louis XVIII en 1815. La particularité, c'est que ce sont des documents qui sont rares, authentiques, précieux, et qui n'ont pas été analysés, qui n'étaient pas connus jusqu'à nos jours. Et donc pour les chercheurs, pour les universitaires, comme pour les particuliers, il y a une mine d'informations, de révélations touchant les rois, les événements politiques français et toute notre grande histoire. Les 72 pièces de la collection de la marquise se sont vendues entre 60 € et 11 000 €, une vente qui permettra de préserver le patrimoine familial. Aujourd'hui, d'avoir un monument historique dans la famille, ça nécessite beaucoup de sacrifices, beaucoup d'argent malheureusement, parce que nous ne sommes absolument pas aidés par l'État. Et donc malheureusement, quand il s'agit de refaire des toitures, des travaux, quelquefois il vaut mieux se séparer des papiers pour conserver, refaire des toitures, pour garder un patrimoine qui est depuis 1000 ans dans la famille. Une vente très intéressante pour les collectionneurs privés venus du monde entier, mais aussi pour les archives de France qui ont acheté 17 pièces. Le Tour FC s'est imposé vendredi face à 3-1-0 dans le cadre de la 24e journée de la Ligue des Champions. C'est le but de Jérémy Blaillac à la 76e minute sur un centre de Diego qui a fait la différence. Les joueurs tourangeaux remontent à la 5e place du classement. On écoute Daniel Sanchez, l'entraîneur du Tour FC, plutôt confiant pour l'avenir de son équipe. On a manqué un petit peu de maîtrise, 3 a eu une meilleure maîtrise, mais finalement je crois qu'on s'est créé quand même les meilleures occasions, et notamment en première mi-temps, où on doit faire la différence. Après voilà, il y a des matchs qu'il faut aller chercher comme ça, et c'est une victoire qu'on est allé chercher. C'est le deuxième match à domicile où on ne prend pas de but, donc voilà, ça c'est intéressant. Donc, on est un petit peu plus prudent, c'est vrai, on maîtrise peut-être pas tout, mais on ne prend pas de but, et on sait que c'est la base, c'est à partir de là que l'on peut jouer. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on s'est quand même créé des occasions, ça ne nous a pas empêché d'attaquer et de marquer un beau but. Propos recueillis par Sébastien Germain. Le Japon à l'honneur en Touraine. À l'occasion du festival Manga sur Loire, des passionnés du genre ont pu se rencontrer. Amateurs de bande dessinée, écrivains en herbe, un rendez-vous à ne pas manquer pour ces passionnés de manga qui représentent un quart des ventes de bandes dessinées. Les bandes dessinées, un marché qui, malgré ses ventes en baisse, reste l'un des rares à progresser. Florent Carrière. Dans la foule du festival Manga sur Loire, une jeune tourangelle, amatrice de dessin. C'est elle qui a façonné l'affiche du rendez-vous, le témoignage de sa passion pour les mangas et pour la culture japonaise. Ça peut venir à travers du manga, ou c'est la culture du Japon qui peut donner envie de se mettre au manga, mais c'est vrai que généralement ça va ensemble. Un peu plus loin, une romancière, elle aussi se passionne pour l'univers manga et s'en inspire pour écrire des histoires fantastiques. Elle est à l'image de tous ces jeunes et adultes qui permettent au phénomène d'exister en France. La France qui est devenue le 2e marché au monde derrière le Japon et devant les États-Unis. En 2010, 13 millions de BD mangas se sont vendus sur le territoire. C'est un quart des ventes de bandes dessinées. Les dessins, je trouve, traduisent énormément les émotions. Ces personnages un peu qu'on connaît, avec les grands yeux, les larmes qui montent. Il y a tout cet univers des émotions un peu exacerbées qui forcément parlent, je suppose, aux adolescents.
Et des mangas, il y en a pour tout le monde, plus d'une dizaine de catégories. Pour les enfants, pour les adultes, pour les filles ou les garçons, et même des mangas érotiques. Des productions qui véhiculent la culture japonaise dans le monde. Sur la religion et culturellement parlant, c'est quelque chose qui est resté énormément au Japon. Toutes les légendes sont encore très présentes. En regardant au second plan, on dit « Ah tiens, ça c'est une représentation de telle chose ». Il faut le savoir, mais quand on le sait, on en voit partout. Et le phénomène manga se décline en dessins animés, en jouets. Et il est même devenu une culture à part entière avec ses codes, sa musique, la J-pop, ses danses et ses styles vestimentaires exubérants et colorés. C'est son extravagance et tout, j'aime bien, je trouve ça vraiment bien. Non, pas trop, je me sors dans la peau d'un autre personnage en fait. Et c'est peut-être là la raison du phénomène de mode, des jeunes qui aiment incarner d'autres personnages. Cependant, en France, le manga reste essentiellement cantonné aux BD et dessins animés, mais en Asie, la culture manga est devenue pour beaucoup un style de vie. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Marisol Touraine est notre invitée de la rédaction ce soir. À tout de suite.